Heureux de vous retrouver, heureux de vous accueillir. Merci pour votre fidélité. Voici Kiosque, 1 heure d'actualité avec les regards croisés des journalistes éditorialistes internationaux en poste à Paris. Tout de suite, Sylvie Brebant nous présente le sommaire et les invités de cette émission. En Afrique, en Asie, en Amérique centrale, les populations manifestent violemment contre la hausse vertigineuse des prix. Les produits de première nécessité s'envolent, comme le riz ou le pain. Malgré les ans, il n'a pas pris une ride, sous le même bronzage impeccable. Grâce à la confusion dans les rangs de la gauche italienne et à son populisme affiché, Silvio Berlusconi pourrait revenir au pouvoir. Les Nouvelles d'Europe, quotidien de Chine populaire, qui tire à 200 000 exemplaires, a pour objectif d'informer les communautés chinoises expatriées. Dong Chun y est une spécialiste de la culture française. Le président du Club de la presse européenne à Paris, Alberto Toscano, est aussi le correspondant du plus grand magazine italien de centre-droit, Panorama, et du dernier des quotidiens de centre-gauche, Il Riformista. Vétéran des magazines panafricains, Africa International vient de fêter ses 50 ans. Sa dynamique directrice, Marie-Roger Biloa, y a adossé un club de réflexion sur l'avenir du continent. Le Devoir est l'un des plus anciens quotidiens de Montréal, réputé pour son élégance graphique ou son indépendance. Christian Rioux y ausculte avec rigueur la société française et au-delà l'Europe ou le Proche-Orient, jusqu'aux États-Unis. Après s'être essayée à la chronique politique à Santiago, Paola Martinez-Infante travaille aujourd'hui à Paris pour plusieurs médias audiovisuels chiliens, dont la populaire radio privée BioBio. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, l'édito de Julien Brune. Nous avons choisi comme thème d'actualité un véritable parcours du combattant. Dans 4 mois, un peu moins de 4 mois maintenant, les Jeux Olympiques se dérouleront en Chine. Et traditionnellement, depuis en tout cas quelques Olympiades, la flamme parcourt le monde. À Los Angeles, à Paris ou à Londres, ça a été un véritable fiasco, grande difficulté. Revenons sur le parcours mouvementé de la flamme olympique. Donc, voici le jeu de la flamme. C'est le nouveau jeu virtuel auquel on peut jouer tout seul, bien calé dans son fauteuil, en regardant tout simplement à la télé des individus s'agiter frénétiquement autour de ce qui ressemble vaguement à une torche. Cherchez la flamme olympique et dès que vous la voyez, cliquez sur les petits hommes en bleu, les gardiens chinois de la flamme. Si vous jouez à ce jeu, c'est un tour du monde échevelé que vous allez faire, qui passera même par le Tibet, unique objet de tous ces ressentiments. On retiendra de ces cavalcades enflammées que c'est décidément l'image qui mène désormais le monde. On le savait depuis longtemps, bien sûr, mais depuis quelque temps, les images se sont en quelque sorte emballées. Elles courent le monde tel un furet de la Birmanie au Darfour, du Darfour au Tibet, et nous courons derrière elles sans qu'on sache exactement où donner des yeux. Ce qu'il y a vraiment derrière les images, images de répression, images de célébration ou images d'indignation, nous avons de plus en plus de mal à le savoir tant elles circulent vite, trop vite. Mais au fond, ça n'a pas grande importance. L'importance, comme le dit la charte olympique, étant de participer au grand jeu de l'image. Au fait, qu'est-ce qu'on gagne à ce jeu de la flamme? Si vous l'attrapez, vous gagnez un monde meilleur. C'était écrit sur les t-shirts, peut-être made in China d'ailleurs, des sportifs français du comité olympique. Un monde meilleur? Youpi! Oui, youpi, voici quelques unes, puisque la presse du monde entier, naturellement, est revenue sur les incidents autour du parcours de cette flamme. On va, par exemple, aller au Canada, à Vancouver, dans la presse anglophone. Olympic House, je ne traduirai pas. The Independent, la presse de Grande-Bretagne, parle d'embrasement à propos de cette flamme. La presse allemande, la Tageszeitung, le champion olympique, et en fait, il s'agit d'un manifestant tibétain, celui que l'on aura beaucoup vu dans cette affaire. On part en Inde avec le Télégraphe. À Paris, la flamme vacille. Elle s'est même éteinte à plusieurs reprises. Le Los Angeles Times, la flamme harcelée. On voit ici des images prises de banderoles prises sur le célèbre pont. En Suisse, les Chinois tous unis pour sauver la flamme, un autre écho de la part de nos confrères suisses. Dans la presse chinoise, le Shanghai Daily, la Chine outragée par les attaques contre la flamme. Alors, nous allons ouvrir la discussion
discussion sur ce plateau. Je rappelle que les journalistes invités à Kiosque ne représentent pas leur gouvernement. Nous essayons à chaque fois d'avoir un point de vue éditorial, personnel, original. Nous leur demandons de commenter l'actualité, l'opinion publique. Dong Chang, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour un grand quotidien chinois, comme l'un de vos confrères, John Rudy, qui était ici la semaine dernière. C'est une situation évidemment difficile. Comment est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous percevez en tant que journaliste ce qui se passe sur ce parcours mouvementé de la flamme? C'est sûrement regrettable, parce que ça aurait été une grande fête. Ça aurait été une preuve de plus de l'ouverture de la Chine vers l'extérieur. Et ce serait une grande rencontre. Il faut savoir que 1,3 milliard, sinon 400 millions de Chinois attendent avec impatience et en préparant vraiment assidûment et pour accueillir tout ça. Mais ça a été gâché, ça a été saboté, bien orchestré, c'était un coup monté. Bon, alors, ça c'est votre point de vue, je vous l'ai laissé s'exprimer. On a quand même senti une certaine, on va dire, nervosité de la part des accompagnateurs chinois, et surtout la Chine s'était engagée à faire des avancées dans le domaine des droits de l'homme. Les images que nous avons ici, elles n'ont pas été diffusées à la télévision chinoise. Il y a quand même quelque chose d'embarrassant, vous le savez, sur le fait que la Chine n'a pas montré beaucoup d'ouverture, sans même parler du Tibet faisant partie ou non de la Chine. Est-ce que la Chine s'est montrée très ouverte ou pas? C'est toujours relatif. Ouais. Alors, la Chine a participé à beaucoup d'activités. La Chine a décidé d'organiser les JO. Et la Chine, sur le plan économique, est membre aujourd'hui de l'OMC. Est-ce que c'est une ouverture? Je crois que c'est une ouverture. Et d'après, avec la population qu'on a, est-ce qu'on peut tout faire en quelques années, en une décennie pour ce que vous avez l'Occident à réaliser en 200 ans, en 300 ans? Je crois que c'est trop demandé aux Chinois. Et alors, quand l'occasion se présente, est-ce qu'il faut permettre aux Chinois d'avancer ou pas? Voilà. Écoutez, alors... ici, la parole est en partage. Je vous ai naturellement laissé parler. On va voir d'autres échos. Par exemple, Christian, dans votre journal Le Devoir, vous titrez un regard complètement différent. Vous titrez, entre guillemets, les voyous chinois. Oui, les voyous chinois, précisons que c'est le terme qu'a utilisé Jonathan Cole, le grand patron des Jeux de Londres, les prochains Jeux de Londres, là, pour désigner non pas les Chinois, parce qu'il ne s'agit pas de parler des Chinois, il s'agit de parler des gardes du corps de la flamme, là, les huit fiers à bras qui gardaient la flamme, qui l'arrachaient, qui l'enlevaient à tout le monde, qui arrachaient des macarons, qui se comportaient en voyous, effectivement, en voyous. Et David Douillet, français, très sympathique aux Jeux en Chine, a utilisé à peu près les mêmes termes. Moi, j'ai le sentiment, vous savez, quand on n'aime pas la neige, on va pas au Québec, dans le nord du Québec, au mois de janvier, en plein hiver. On va pas là. Quand on n'aime pas la contestation, quand on veut pas se faire critiquer, on va pas en France où le sport national, ou en Grande-Bretagne, où le sport national, c'est les manifestations. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est pour moi tout à fait normal. La Chine s'ouvre au monde, elle entre dans le monde. Eh bien, welcome to the club. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans les démocraties où on critique M. Bush pour un rien ou pour un tout, où on critique M. Berlusconi pour un tout, pour un rien, M. Harper pour un tout, pour un rien. Eh bien, c'est la même recette qu'on a servie aux Chinois aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'ils s'ouvrent sur le monde et c'est bien la preuve que le monde s'ouvre à eux aussi en même temps parce qu'on accepte de les traiter exactement sur le même pied que tout le monde. Et je dirais que c'est la fin d'une sorte d'exceptionnalisme chinois. Oui, les Chinois ont une civilisation complexe, difficile, qu'on ne connaît pas, la démocratie, on ne sait pas. Il y a une démocratie qui est en train de s'installer à Taïwan. Hein? On ne dit pas, laissez-nous le temps, c'est long, ça prend du temps. Non, c'est en train de se faire. On demande la même chose aux Chinois. Voilà, tout simplement. Les Chinois sont traités comme tout le monde. Voilà. Alors, Marie-Roger, la flamme était aujourd'hui en Afrique, une seule petite étape. Ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé. Comment est-ce qu'en Afrique, on a perçu